Okay, thank you very much. Je crois que je vais parler en français. Étant donné qu'on est au Maroc, je crois qu'on doit utiliser la langue française, même si, je dois dire, je ne sais pas si c'est une question de gouvernance ou c'est une question de soft power ou c'est une question de libre décision de tous les États membres, mais j'avais connu pour la première fois les affaires européennes en 1972. Je travaillais comme un jeune économiste à Bruxelles. Partout, on parlait les Français dans les institutions européennes. Aujourd'hui, sauf à la Cour de justice, qui continue à délibérer en français, presque tout le reste de nos discussions, de nos débats, de nos analyses se déroule en anglais. Bon, on va en tout cas rester francophone pour parler de la gouvernance. Moi, je vais vous parler de la gouvernance du point de vue d'un Européen, membre de la Commission européenne depuis 6 ans et demi, et je vais vous dire comment est-ce que j'ai vu, comme membre de la Commission européenne, l'évolution de la gouvernance dans le monde et en Europe à partir de la crise économique. Alors, je veux concentrer mes remarques sur la gouvernance économique en continuant les débats très intéressants que nous avons écoutés ce matin. C'est évident que la crise a accéléré la gouvernance économique au niveau global et au niveau européen. Jean-Claude Trichet, lors de déjeuner, il a expliqué en détail pas mal des aspects qui ont été décidés pour la gouvernance économique dans l'Union économique et monétaire, dans la zone euro ou pour l'ensemble de l'Union européenne. Je peux vous dire que ce type de décision et ce type de propos du président de la Banque centrale européenne, même avec toute son indépendance, en demandant au gouvernement et à la Commission et au Parlement d'aller au-delà des propositions de la Commission, toutes ces remarques auraient été impossibles un an avant aujourd'hui. L'année dernière, même pas le président de la Banque centrale européenne aurait osé dire c'est ce qu'il faut faire comme il l'a expliqué aujourd'hui. Et je dois dire que pratiquement tous les gouvernements, la plus large majorité du Parlement européen, bien sûr toute la Commission européenne, nous sont convaincus qu'il faut accélérer les instruments de gouvernance de notre monnaie unique, qu'il faut renforcer les instruments pour améliorer la discipline budgétaire et pour avoir une stratégie soutenable d'endettement, aussi bien pour le secteur public que par le secteur privé en Europe. Il faut coordonner d'autres politiques économiques pour éviter d'autres déséquilibres, de balance par compte courante, manque de compétitivité, etc. C'est un nouveau consensus et ce sont de nouveaux instruments de gouvernance qui sont en train d'être mis en place en Europe d'une façon extrêmement rapide et ambitieuse. L'Europe a aussi contribué dès le début de la crise à améliorer la gouvernance au niveau global. L'idée de réunir le G20 à Washington un mois et demi après Lehman Brothers, c'était à l'origine une idée européenne. C'était une idée qui a été transmise au président Bush par le président Sarkozy, qui était à l'époque le président semestriel de l'Union européenne, et par le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Je me souviens du premier sommet du G20 à Washington, novembre 2008. Je dois dire que la plupart des idées, des initiatives qui étaient sur l'agenda de la réunion du premier sommet du G20, c'était des idées qui avaient été préparées en Europe, sur des nouvelles régulations financières, sur des nouveaux instruments pour améliorer la supervision, pour renforcer la stabilité financière, pour faire face aux conséquences de la crise sur le système financier et pour la coordination des politiques fiscales pour la relance de la demande. Mais le chemin
même dans ces domaines où la gouvernance s'est accélérée par la crise, le chemin est encore très long. Et là, il faut être clair. Hier, on nous demandait de ne pas parler en hypocrite. Il faut être clair. Si l'on ne trouve pas, et l'on n'a pas encore trouvé, la façon de discuter des taux d'échange à partir de maintenant, d'une façon similaire à celle que l'on a utilisée dans le passé quand il y avait moins de monnaies relevant au niveau global, si l'on ne trouve pas le substitut du G7 pour parler des taux d'échange d'une façon raisonnable, on peut déjà anticiper qu'il y aura des problèmes très sérieux de guerre des monnaies, comme quelqu'un l'a dit la semaine dernière ou dans les semaines dernières, ou des tendances protectionnistes accrues parce qu'il y aura des pays et des régions qui vont devoir lever des barrières pour se protéger des opérations avec les taux d'échange des autres. Et ça, c'est une chose qui n'est pas encore réglée. Jean-Claude Trichet a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, on a une diagnose commune pour faire face aux déséquilibres globaux. Ces grands déficits dans une partie du monde, déficits par compte courant, et ces grands excédents, d'excès d'épargne et des bilans par compte courant. On a la diagnose. On l'avait avant la crise. On avait travaillé là-dessus. On avait une diagnose commune. On a renforcé, on a actualisé la volonté d'avoir des actions pour éviter que la poursuite des déséquilibres globaux nous conduise dans les années prochaines à une nouvelle crise financière différente, mais pas nécessairement plus douce que celle que nous sommes encore en train de souffrir. Et là, on n'a pas encore trouvé le lieu pour débattre, pas seulement la diagnose, mais les actions à partir d'une diagnose commune. C'est le G20. Pour cela, je dois vous dire, mon expérience, c'est que les pays émergents doivent être plus conscients, pas seulement de sa nouvelle possibilité, c'est de parler au même niveau aux pays industrialisés de l'ancien, de l'actuel G7, à l'Union européenne, mais les pays émergents doivent aussi assumer des responsabilités. S'ils considèrent qu'être à la table du G20 leur donne la possibilité de parler, d'établir ses positions et de discuter les communiqués finaux, mais ils ne sont pas les mêmes degrés de responsabilité pour la mise en application de ce qu'on a accordé que les autres, on ne va pas trouver une solution au G20. Et là, il faudra se tourner vers les institutions. Si le G20 n'est pas efficace pour appliquer ce qu'on a accordé, il faudra demander aux institutions communes, aux institutions multilatérales, de prendre ces responsabilités. Et là, on va se trouver avec une représentativité tout à fait vieille qui ne sert pas à résoudre les problèmes aujourd'hui parce que les acteurs qui doivent résoudre ces problèmes de taux d'échange, de déséquilibres globaux, etc., en partie sont de nouveaux acteurs qui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là à Bretton Woods. Et là, il y a la connexion avec le deuxième point que je voulais faire dans cette introduction, l'Europe. Parce que l'Europe a pris des initiatives, je crois que très importantes, très courageuses et très valables au-delà des frontières de l'Europe. Pas seulement pour résoudre nos problèmes internes, mais aussi les problèmes globaux. Mais l'Europe a une position qui ne peut pas être expliquée d'une façon raisonnable vis-à-vis des autres. C'est l'excès de représentation aux institutions multilatérales. Je me réfère surtout à Bretton Woods, mais on pourrait peut-être regarder au-delà de ces limites. Il y a beaucoup d'Européens autour de la table dans les boards du Fonds monétaire international. Et curieusement, ceux qui représentent la voix commune des Européens en matière monétaire, la Banque centrale européenne n'a qu'un statut d'observateur,
et ceux qui doivent établir les conséquences politiques des décisions adoptées dans le cadre de l'Union économique et monétaire autour de l'euro, autour de la monnaie unique, sont divisés en différentes chaises, en différentes parties de la table. Il n'est pas nécessairement garanti que tous les Européens autour de la table vont dire la même chose. Il y a deux possibilités que, quand j'ai participé à des réunions multilatérales de G20 ou d'autres enceintes, j'écoutais beaucoup de fois, aussi bien de la part des pays émergents ou des pays en voie de développement, que de la part des États-Unis. Ils disent, bon, une de deux choses. Ou bien les Européens ont une seule position, et dans ces cas-là, il ne faut pas 8 Européens autour de la table, ou bien les Européens ont des positions très différentes, et dans ces cas-là, l'Europe, c'est plus un problème qu'une contribution aux solutions. Parce qu'une Europe divisée à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, ce n'est pas un facteur qui va nous aider à avancer. Nous voulons, et c'est un argument que j'écoutais de la part des Américains, de la part des Chinois, de la part d'autres représentants dans les G20, s'il vous plaît, Européens, unissez-vous. Et quels sont les problèmes des Européens pour agir plus unis? Je ne veux pas éliminer les différences, les particularités, les différentes priorités dans beaucoup de domaines des différents États membres de l'Union européenne, bien sûr. Mais sur les questions centrales qui doivent nous aider à résoudre les défis les plus graves du monde actuel, aussi bien liés à la crise économique et financière qu'aux défis qui étaient là avant la crise, changement climatique, négociations commerciales multilatérales, ressources naturelles ou matières premières, Afrique et d'autres, ou bien les Européens s'unissent plus, ou bien l'Europe va commencer à être moins relevant que les Européens voulont l'être. Il y a certains... Okay, I conclude. Maybe, an homage to our moderator, maybe I change into English. Europe will learn about the very bad experience of Copenhagen, the Copenhagen Summit on Climate Change. I remember how the European leaders, including the leaders of the European institutions, came back to the Brussels or to their capitals after that summit. I hope that lesson will not be forgotten. Thank you.